Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Satisfait mais vigilant, l'Association des maires de France se félicite de la décision du gouvernement de reconduire les aides aux communes pour mettre en place les nouveaux rythmes scolaires. Soulagement donc sur le plan local, mais la bataille se poursuit à l'échelle nationale avec la campagne de l'UMP pour le retrait de cette réforme. Les détails dans ce journal. Manuel Valls attaqué pour ses propos sur les Roms. Le MRAP dépose plainte contre le ministre de l'Intérieur pour incitation à la haine raciale. Ce mouvement contre le racisme avait déjà engagé des procédures similaires contre des anciens ministres de l'Intérieur de droite, Claude Guéant et Brice Hortefeux. Françaises, Français. Le général de Gaulle, mais aussi Georges Pompidou, François Mitterrand, Jacques Chirac et d'autres, nous passerons en revue ce soir les discours qui ont marqué la Ve République. Discours et textes choisis par Jean-Louis Debré, le président du Conseil constitutionnel, et notre invité tout à l'heure. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Et on prend tout de suite la direction des États-Unis où la situation semble s'apaiser après des jours de crise et de tension autour de l'impasse budgétaire. Les républicains du Congrès font un pas ce soir vers un possible compromis. Barack Obama se dit heureux de ce geste, même si rien n'est encore réglé à cette heure-ci. On voit les détails avec Sophie Normand. Peut-être une sortie de crise aux États-Unis. Le chef des Républicains vient de proposer un relèvement temporaire du plafond de la dette et tend la main à Barack Obama. Ce que nous voulons faire, c'est proposer au président une possibilité d'aller de l'avant dès aujourd'hui, avec une augmentation temporaire du plafond de la dette, s'il est d'accord que nous organisions une conférence avec les démocrates pour parler du budget, d'un moyen de débloquer le gouvernement fédéral et de commencer à nous occuper des problèmes importants des Américains. Voilà maintenant 9 jours que l'État fédéral américain tourne au ralenti. Conséquence de l'absence d'accord au Congrès sur le budget, le fameux shutdown paralyse de nombreuses administrations. À une semaine pile de la date butoir, le compte à rebours est enclenché. Sans compromis entre républicains et démocrates sur le budget et le plafond de la dette, les États-Unis pourraient se déclarer en défaut de paiement. Le Trésor américain met en garde, les répercussions pourraient être très graves. Si le Congrès ne remplit pas ses responsabilités, cela pourrait profondément affecter les marchés financiers, la reprise économique actuelle, ainsi que les emplois et l'épargne de millions d'Américains. Sans argent disponible, impossible aussi pour les États-Unis d'honorer leurs obligations, comme les retraites, les indemnités santé pour les personnes âgées, les paiements aux militaires et anciens combattants, ou encore les contrats avec des sous-traitants privés. Ce serait une première dans l'histoire du pays. Le MRAP, littéralement le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, a annoncé aujourd'hui sa décision de porter plainte devant la Cour de justice de la République contre Manuel Valls. Le mouvement attaque le ministre de l'Intérieur pour, je cite, provocation à la violence, à la haine et à la discrimination raciale en raison de ses propos tenus sur les Roms. Le 24 septembre dernier, Manuel Valls avait alors déclaré sur France Inter, je cite, les Roms sont des populations qui ont des modes de vie extrêmement différents des nôtres et qui sont évidemment en confrontation. Pour le MRAP, ces propos s'inscrivent dans la continuité d'une politique de bouc émissaire à l'instar de ceux tenus par les ministres UMP de l'Intérieur, Brice Hortefeux et Claude Guéant. Dans l'actualité ce soir, Jean-François Copé ne veut pas qu'on l'oublie. Un an après son match contre François Fillon pour la présidence de l'UMP, eh bien c'est un autre match qui se profile pour la présidentielle et qui le cantonne à jouer les seconds rôles derrière Nicolas Sarkozy et François Fillon. Sur France 2 ce soir, il a donc cherché à marquer son territoire et à se poser en rassembleur. Il s'est également exprimé sur la poussée du Front National et sur son programme qu'il juge absurde. On l'écoute. Le programme du Front National est absurde. Et j'emploie ce mot à dessein, absurde. Qui peut penser que le Front National va apporter des réponses alors qu'il préconise le rétablissement de la peine de mort pour les dealers, l'immigration zéro alors qu'on sait que ça n'est pas crédible et que je préfère de loin qu'on pose la question d'une nouvelle politique d'immigration, on en parlera sans doute tout à l'heure. Le Front National qui propose, comme les socialistes et les communistes, comme Jean-Luc Mélenchon, vous savez, les extrêmes souvent se touchent, de nationaliser les entreprises en difficulté. Avec quel argent? Satisfait
Mais vigilant, l'Association des maires de France se félicite aujourd'hui de la décision du gouvernement de reconduire les aides aux communes pour mettre en place les nouveaux rythmes scolaires. Soulagement donc sur le plan local, mais la bataille se poursuit à l'échelle nationale avec la campagne de l'UMP pour le retrait de cette réforme. On voit tout cela avec Monir Soussi. 250 millions d'euros pour calmer la fronde contre la réforme des rythmes scolaires. Sous la pression des élus, Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, prolonge d'1 an l'aide initialement destinée aux communes qui lancerait la réforme dès 2013. Les communes ne pouvaient pas faire face, elles ont un effet ciseau qu'elles subissent, plus de charges, moins de dotations. Si en plus on ajoutait le coût du passage à la semaine de 4 jours et demi, c'est-à-dire 800 millions d'euros par an, c'était insupportable. Dans l'opposition, les élus doutent de la pérennisation de ce soutien de l'État et craignent même qu'au final, la note pèse sur le contribuable. L'argent n'arrive plus d'État puisque les autres recettes se réduisent aussi. Donc ça veut dire que c'est par l'augmentation des impôts locaux que l'on devrait payer la réforme des rythmes scolaires. C'est pas ce qu'a vendu le gouvernement. Aujourd'hui, moins d'un quart des villes ont lancé la réforme. En plus des difficultés financières pour les communes, des problèmes d'organisation apparaissent. Mais avant de condamner tout le projet, cet élu qui a adopté les nouveaux rythmes scolaires appelle à laisser du temps au dispositif. Je crois vraiment qu'il faut être raisonnable et qu'il faut faire le bilan dès la fin de cette année scolaire-ci, parce qu'avec un quart des communes, on aura une estimation du coût et je fais le pari que le coût ne sera pas aussi élevé qu'on veut bien le dire chez certains politiques. Actuellement, l'État, les communes et les caisses d'allocation familiale contribuent à hauteur de 150 € en moyenne par élève. La possibilité de rendre certaines activités payantes est sur la table, mais très peu de villes ont franchi le pas. La suite du 22h et en notre compagnie ce soir, l'invité, c'est le président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Vous êtes aussi l'auteur de nombreux essais politiques, historiques, des romans policiers également. Et vous publiez aux éditions L'Archipel ce livre, Française, Français, ces discours qui ont marqué la Ve République et dont on va parler en détail dans quelques instants. Avec nous également ce soir pour l'analyse politique, Stéphane Rosès. Bonsoir. Bonsoir. Professeur à Sciences Po et président de CAP. Et notre chroniqueur économique, Jean-Louis Gombault. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Et on commence justement par cette actualité aux États-Unis. La situation semble s'apaiser après des jours de crise et de tension autour de l'impasse budgétaire. Les républicains du Congrès font un pas ce soir vers un possible compromis. Barack Obama se dit heureux de ce geste, même si rien n'est encore réglé. À cette heure-ci, on écoute la réaction ce soir de la patronne du FMI, Christine Lagarde. J'espère que d'ici quelques semaines, nous reviendrons sur cet épisode en nous disant quelle perte de temps. Parce que vraiment, tout cela ne servait à rien de s'inquiéter vu que rien ne s'est passé. Mais il faut garder en tête les risques potentiels, même s'ils sont improbables. Voilà pour cette réaction de Christine Lagarde. Jean-Luc Gombault, est-ce qu'on peut dire ce soir qu'on l'a échappé belle? On l'a échappé belle pour le moment. D'ailleurs, Madame Lagarde vient juste à l'instant de parler de risques potentiels. On l'a échappé belle notamment parce qu'il y avait une échéance qui était la fameuse celle du 13 octobre. À partir de ce 13 octobre, vu le système du plafond de la dette américaine, les États-Unis ne pouvaient plus emprunter sur les marchés internationaux. Et la trésorerie américaine leur permettait de tenir jusqu'à la fin octobre. À partir du 1er novembre, il fallait emprunter 4 milliards de dollars par jour qu'on ne pouvait donc plus emprunter. Or, le système américain, sans doute l'Amérique n'est peut-être plus la superpuissance d'antan, mais elle reste le super pilier de l'économie mondiale. Autrement dit, le fait qu'on ne puisse pas relever le plafond de la dette fait qu'on aurait eu carrément un shutdown à l'échelle mondiale. Voilà le scénario catastrophe qui n'était pas tellement probable, mais qu'on devait pouvoir envisager. Mais on l'a échappé belle pour le moment, parce que en fait, les Républicains n'ont donné qu'un sursis de 6 semaines. Oui. Donc on reparle de cette histoire déjà dès la fin du mois de novembre. Ensuite, le shutdown continue. C'est-à-dire que les Républicains refusent de voter les dépenses permettant à l'administration américaine de fonctionner comme elle le faisait jusqu'à présent. Alors on estime que si le shutdown continue jusqu'à la fin décembre, il y a 0,7% de croissance américaine qui disparaît. Autrement dit,
l'économie américaine retourne en récession. Donc ce n'est pas la catastrophe mondiale, mais c'est un problème nouveau pour l'économie mondiale si l'Amérique revient en récession. Mais quand est-ce que cette mascarade budgétaire et aussi politicienne va cesser ? Alors il y a un double problème. Il y a un problème économique et financier que l'on connaît depuis déjà longtemps aux États-Unis, c'est-à-dire que l'Amérique vit de la dette financée par l'extérieur et notamment de plus en plus par la Chine. Ça, c'est une fragilité. Et puis, dans cette fragilité, il y en a une seconde qui est une fragilité institutionnelle. Le système du financement public américain ne fonctionne pas du tout comme en France. En France, bien sûr, ce sont les parlementaires, les députés, les sénateurs qui votent le budget, mais en réalité, c'est l'exécutif qui a la main du début jusqu'à la fin sur l'affaire budgétaire. Ce n'est pas du tout le cas des États-Unis, ce n'est pas le président Obama qui vote, qui décide du budget. Il fait des propositions et ceux qui ont vraiment la main sur le budget, c'est la Chambre des représentants qui est maintenant républicaine et qui non seulement doit renouveler son mandat tous les 2 ans, donc à peine vous êtes élu, vous devez être déjà candidat. Et ensuite, ces républicains sont dépendants d'une petite frange très mobilisée qui s'appelle le Tea Party. Et c'est ceux qui font la loi à l'intérieur aujourd'hui du Parti républicain et qui l'entraînent dans des impasses. Autrement dit, on se trouve devant un système qui a une fragilité économique. Et de l'autre côté, vous avez une fragilité institutionnelle. Donc c'est un vrai problème, car c'est vrai que la solidité des institutions ne permet pas de résoudre de la crise, mais au moins elle permet de la gérer. Merci beaucoup Jean-Louis Gombault. Peut-être votre regard, Jean-Louis Debré, sur ce blocage institutionnel qui paralyse un pays, ces histoires aussi de haine politicienne entre républicains gangrénés, comme vient de le dire Jean-Louis Gombault, par le Tea Party. Simplement, quand je regarde la France, sous la 4e République, il y avait ces blocages, puisque jamais le budget de la France n'était voté en temps et en heure, et on bloquait l'horloge de l'Assemblée nationale et du Sénat pour faire croire que le budget était voté le 31 décembre. Donc il y avait blocage. Et justement, la 5e République, par les articles 40, par un certain nombre de dispositions, a été imaginée pour dépasser ce blocage. Donc les États-Unis aujourd'hui ressemblent à la 4e République de la France. Je n'ai pas dit ça. Je dis que chaque pays a ses caractéristiques, que dans le jeu politique, il y a des blocages parce que c'est la vie politique et que les institutions d'un pays doivent permettre justement le déblocage des ambitions politiques. Merci donc à la 5e. Merci à la 5e et pourvu que la 5e continue. Alors l'autre actualité politique de cette semaine, eh bien, ce sont les sondages. Les sondages qui se multiplient en faveur du Front National. On en a déjà parlé hier dans le 22h. Le FN arrive en tête des intentions de vote pour les élections européennes de 2014, selon un sondage IFOP pour le Nouvel Observateur. Beaucoup de facteurs peuvent expliquer cette poussée. Vous en retenez un en particulier, Stéphane Rosès, c'est peut-être l'absence de grands récits, vous nous dites, de vision. Oui, il y a un lien évidemment avec le livre de Jean-Louis Debré. Finalement, que nous dit Marine Le Pen une fois qu'elle se réapproprie pour le détourner la notion de république et de laïcité? Elle semble dire par rapport au président actuel et aux prédécesseurs que le sujet n'est pas, comme le disait François Hollande, la France n'est pas le problème mais la France est la solution dans son rapport au monde et à l'Europe. Elle dit... Non, mais il n'y a pas de sujet de rapport de la France avec l'extérieur. La réponse, c'est la France, la France. C'est la France dans ses frontières, avec une conception non pas de la nation, mais nationaliste, la préférence nationale au plan social et le protectionnisme économique. Donc c'est une France réduite aux acquêts. Là où Nicolas Sarkozy disait... Je vais sauver la France, mais souvent sa façon d'être, de faire et sa politique semblaient montrer une défiance à l'égard des Français. Et là où à l'Élysée, François Hollande, lui, non pas abaisse la fonction, mais il semble banaliser la fonction. Ils ont en commun de dire que ce serait à l'extérieur de dire ce que doit faire la France. Ils ne portent pas un récit de la France vers l'extérieur, de sorte que les Français renvoient à la fois la défiance, le pessimisme, la nostalgie, le passéisme et se disent mais finalement c'est peut-être Marine Le Pen qui a raison, il faut se claquemurer derrière nos frontières, il faut se protéger avec une conception étriquée de la nation. Jean-Louis Debré, est-ce que l'absence de discours mobilisateur, de récit, comme l'a dit Stéphane Rosès, de vision pour le collectif, est-ce que ça peut expliquer une perte de repères et donc le rejet des partis classiques? De Gaulle, Mitterrand et d'autres affirmaient des grands desseins
pour leur pays. Et ce qui me frappe aujourd'hui, moi je ne fais plus du tout politique, mais je l'observe, c'est que nos concitoyens aujourd'hui désespèrent de ne pouvoir espérer. Ils ont compris qu'il y avait une crise, ils ont compris qu'on leur demande de faire un effort. Ce qu'ils attendent, c'est qu'on leur donne une certaine idée de la France, une certaine idée de l'État où on veut aller, une certaine conception de la société. Or aujourd'hui, la politique est devenue un métier du spectacle, et un métier du spectacle qui est soumis à la tyrannie de l'instantané. Et donc les hommes politiques donnent un spectacle et réagissent à l'instantané. Or, ce qui a fait la force dans des périodes extrêmement difficiles, traversées par De Gaulle, traversées par Mitterrand, traversées par d'autres, c'est qu'il y avait, à côté de cette conjoncture difficile, les Français avaient le sentiment qu'il y avait un personnage qui savait où il allait, qui avait une ambition. Alors on peut ne pas la partager, cette ambition, c'est pas le problème, mais qui donnait la voix. Or, aujourd'hui, je trouve que le grand drame de la politique, en général, et je ne fais pas de politique en particulier. Bon, vous en faites un petit peu là, oui. Non, creux, je ne prends pas parti. Je dis qu'aujourd'hui, on a besoin d'un idéal, d'une ambition, et si vous voulez faire gagner un peuple, vous le faites en lui assignant un grand avenir ou un grand idéal. Un mot sur la montée du vote protestataire ou des populismes ou des extrêmes. Comment lutter, selon vous, contre cette poussée, cette pression? Quelle est la meilleure méthode? Est-ce qu'il faut mieux s'en approcher pour l'étouffer, quitte à parfois parler le même langage, ou au contraire rester sur ses fondamentaux pour mieux le dénoncer? C'est une question générale. Ne me faites pas venir. Vous reconnaissez qu'elle est générale, cette Oui, question. mais je reconnais aussi que vous êtes très habile pour me faire arriver sur un terrain sur lequel je ne veux pas arriver. Moi, j'ai fait ce livre pour rappeler, à travers la Ve République, que nos responsables, qu'ils soient de droite ou de gauche, ont eu plusieurs périodes. Il y a eu la période où l'obsession, c'était quelles institutions pour la France, puis il y a eu une seconde période, quelle Europe pour la France? Vous voyez qu'à chaque fois, un grand dessin. Quelle société pour la France? Et est-ce que l'environnement est un problème qui préoccupe les Français? Et donc vous prenez, qu'ils soient de droite ou de gauche, ces hommes qui ont donné du souffle à la France, eh bien, ils avaient un grand dessein, une ambition, et ils l'ont fait partager. Alors Jean-Louis Debré, pour ce livre, pour cet ouvrage, vous avez relu des centaines de discours et vous en avez rassemblé un grand nombre qui ont donc marqué la Ve République. Comment les avez-vous sélectionnés? D'abord, à force de lire tous ces discours et de les avoir entendus, je me suis demandé, en me mettant dans le noir, quel discours on se souvient, du moins on se souvient de la musique, mais pas des paroles. Alors vous prenez un certain nombre de discours, les discours naturellement de Gaulle, de Malraux, mais aussi de Mitterrand. De Mitterrand député, on ne tire pas sur des libertés à coups de baïonnette, de Mauroy disant la gauche et la France marchent d'un même pas, la nouvelle société. Oui, et je me dis mais qu'est-ce qu'il y a derrière ces discours? On a oublié les textes. Donc la première démarche a été de remettre des textes derrière des idées qui avaient été lancées. Qu'est-ce que voulait dire Mitterrand quand il disait on ne tire pas sur des libertés à coups de baïonnette? Qu'est-ce que voulait dire De Gaulle lorsque Jean Moulin, Malraux quand il accueille Jean Moulin? Donc voilà, c'est la musique. Et puis après, je me suis dit, à travers tous ces discours que j'ai lus, quelles étaient les préoccupations des grands responsables politiques? Et donc, à travers ces discours, on voit quelles ont été les préoccupations de nos dirigeants. Parce qu'à l'époque, au début de la Ve, ce qui est important, c'est de savoir si les institutions qui sont une rupture par rapport à la Quatrième vont survivre à De Gaulle. Alors il y a les beaux et les grands discours attendus, bien écrits, bien pensés, puis il y a les surprises de l'histoire, de la grande histoire, celles qu'on ne voit pas arriver et qui vont marquer justement cette histoire. Quand De Gaulle à Phnom Penh fait la leçon aux Américains, quand François Mitterrand va à la Knesset et dit ce qu'il pense face aux Israéliens, plus qu'un discours, c'est un acte de courage, on ne va pas dans le sens de celui qui nous accueille. C'est un acte d'indépendance. Mais le discours de Phnom Penh, on le voit arriver progressivement. On voit très bien comment De Gaulle a commencé à vouloir se débarrasser de la présence américaine, sortir de l'organisation militaire de l'Alliance Atlantique, et puis progressivement on arrive avec la reconnaissance de la Chine, et on arrive aux Américains, alors qu'on s'est débarrassé du problème algérien. Tout se tient à dire aux Américains, ne faites pas comme nous.
rien ne se réglera par la guerre. Quand Mitterrand va à la Knesset à Jérusalem, on voit très bien le parcours personnel de Mitterrand qui a commencé avec le PSU de l'époque et qui a commencé à affirmer la reconnaissance de l'Israël. Il s'est marqué et il a voulu à un moment donné officialiser. Et ce qui est très intéressant dans ces discours, c'est que ces grands personnages, naturellement, ils ne sont pas aveugles de la situation économique et des réalités. Mais malgré ces situations, malgré les crises, malgré les difficultés, ils réaffirment un certain nombre de grandes options. Et ils le réaffirment souvent aussi, ça arrive au Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat, ce sont les fulgurances de Lamartine, de Chateaubriand, de Jaurès. Et donc on devrait se demander pourquoi aujourd'hui il n'y a plus ces fulgurances. Alors, naturellement, j'allais presque vous rappeler l'épisode d'hier, mais je n'ose pas quand on caquette comme une poule. C'est pas une fulgurance, c'est du médiocrité. Ah bah, ça je le sais bien. La médiocrité. Vous ne pouvez pas comparer ce qui s'est passé hier à Lamartine, Jaurès. Par rapport à ce qui se passait c'est que d'abord, contrairement à ce qu'on pense, la loi que l'on vote est devenue une loi qui empêche les grandes échappées littéraires. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, sous la Troisième République, la loi c'était un instrument qui fixait quelques grandes libertés, la liberté d'association, la liberté syndicale. Et alors là, on permettait aux personnages qui montaient à la tribune de s'exprimer, non pas sur des dispositions précises pour savoir si on va filer 50 € à telle disposition, mais sur des grandes options. Deuxièmement, le débat parlementaire était beaucoup plus libre et beaucoup moins corseté qu'aujourd'hui. Et enfin, les députés n'avaient pas de collaborateurs. Moi, je me souviens, tout petit, de mon père, n'avait pas de bureau à l'Assemblée, écrivant ses discours. Or, aujourd'hui, la loi est devenue un instrument technique. Juste un chiffre, si vous permettez. Le Code des lois, qui chaque année récapitule toutes les lois votées par le Parlement français, est passé du début de la Ve République de 400 grammes à 6 kilos. Les lois sont devenues des catalogues faites par les techniciens, pour des techniciens. On a oublié l'exposé des motifs. Or, sous la troisième et la quatrième, c'était l'exposé des motifs et c'était des libertés. À Stéphane Rosès. Non, vous avez raison, vous êtes là pour ça. Je vais laisser la parole à Stéphane Rosès et Jean-Louis Gombault. Juste un mot, parce qu'un bon discours aussi doit contenir des références littéraires ou historiques. Et puis, c'est une spécificité française. Chaque camp, chaque parti, chaque famille politique possède sa galerie de héros totémiques, son enfer d'ennemis emblématiques, ses dates fétiches et ses dates repoussoires. Et vous, si vous aviez une date, un discours, un personnage. Moi, il n'est pas dans le livre, c'est Ernest Renan. Car Ernest Renan, dans une conférence à la Sorbonne, a dit qu'est-ce qu'une nation? C'est un rêve d'avenir partagé. Un référendum permanent. Un référendum de tous les jours. De tous les jours. Stéphane Rosès, Jean-Louis Gombault. Oui, ce qui est frappant dans votre ouvrage, c'est que finalement, ce qui retient l'histoire, la mémoire que vous sélectionnez, c'est ce qui s'inscrit justement, Hollande avait utilisé, il avait dit chaque nation a une âme. C'est effectivement, ce sont des discours qui rentrent dans l'imaginaire français. Vous avez raison, Sonia, de dire que certes la gauche et la droite peuvent avoir leurs références, mais la dispute de la gauche et de la droite vise à assembler un pays tellement différent que chacun doit donner son contenu à une idée de la France. Et la France, c'est pas la somme des Français. Une société, c'est pas l'économie. La politique, c'est pas une technique, c'est une symbolique, c'est une onction, et ce sont des éléments qui ne sont pas suffisamment pris en compte par nos élites, qui étant internationalistes, benchmark les choses. Ils mésestiment la dimension symbolique de la politique. Absolument. D'accord. Totalement. Jean-Louis Gombault. Oui, tout à l'heure, vous avez réussi à résumer en quelques mots le fait que Mitterrand, De Gaulle avaient pu donner un dessin. Quelle institution pour la France? Quelle Europe pour la France? En quelques mots, ça serait quoi le dessin qu'on pourrait formuler aujourd'hui? Puisque vous avez réussi à le faire pour les prédécesseurs. Je le cherche. Je le cherche, et qu'aujourd'hui je continue à relire beaucoup de discours de la période beaucoup plus récente, et je ne trouve pas dans les 5 ou 10 dernières années d'affirmation d'un grand dessein. Alors est-ce que c'est la conjoncture qui fait qu'il n'y a plus de discours idéologiques, on ne croit plus en rien, la politique est devenue un métier du spectacle? Peut-être tout ça, mais sur ces ruines, je ne vois pas de grand dessein.
Merci Jean-Louis Debré, merci d'avoir été notre invité ce soir pour ce livre Françaises, Français, ces discours qui ont marqué la 5e République aux éditions L'Archipel. Merci à vous, merci également Jean-Louis Gombaud et Stéphane Rosès. La suite du 22h avec à présent tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info. Il est signé ce soir Faustine Saint-Geniès. Bernard Tapie visé par une enquête pour fraude fiscale. L'information a été dévoilée aujourd'hui par le journal Le Monde. Le ministère des Finances soupçonne Bernard Tapie de vouloir échapper au fisc français. Selon le quotidien, les époux Tapie devraient environ 15 millions d'euros aux impôts au titre des années 1989 à 1991. L'homme d'affaires dénonce des mesures d'intimidation. La fronde des conseils généraux de droite. Ils sont en colère et ils l'ont fait savoir ce matin à Lille. Ils ont claqué la porte du congrès de l'Association des départements de France. En cause, selon eux, le désengagement financier de l'État, mais surtout la mauvaise gestion de l'Assemblée, dirigée majoritairement par des élus socialistes. C'est un organe du Parti socialiste qui travaille avec le gouvernement, qui découpe avec la rue de Solferino, qui se débrouille pour financer surtout les départements de gauche. Une fronde qui intervient dans un climat d'inquiétude sur le sort des départements. Le coup d'envoi est lancé, la photo de famille est prise. Nathalie Kosciusko-Morizet présentait aujourd'hui ses têtes de liste dans les 20 arrondissements de Paris. 11 femmes et 9 hommes et un certain équilibre entre copéistes et fillonistes. À 5 mois et demi du premier tour des municipales, la candidate UMP a donné un coup d'accélérateur à sa campagne pour Paris. Elle prend ainsi de vitesse sa rivale socialiste Anne Hidalgo, qui doit présenter ses 20 têtes de liste demain matin. Le Premier ministre libyen, brièvement enlevé par d'ex-rebelles. Ce matin, un groupe d'hommes armés a kidnappé Ali Zedane à l'hôtel Corinthia où il réside. Un enlèvement revendiqué par la cellule des opérations révolutionnaires de Libye, dépendant officiellement du ministère de l'Intérieur et de la Défense. Libéré quelques heures plus tard, le Premier ministre a appelé à l'apaisement. J'espère que ce problème sera réglé avec raison et sagesse, en évitant l'escalade. On ignore encore les conditions exactes de sa libération, un événement qui illustre la montée en puissance des milices face à un État très affaibli. Alice Munro, prix Nobel de littérature, cette anglophone de 82 ans est la première ressortissante du Canada à décrocher ce prix littéraire et la 13e femme au palmarès. Alice Munro est devenue célèbre en décrivant la vie des campagnes de l'Ontario. C'est la première fois en 112 ans que l'Académie suédoise récompense un auteur qui n'a écrit que des nouvelles. Et comme tous les jeudis, la semaine d'actu croquée par notre dessinateur Hervé Baudry. Regardez. Voilà pour cette semaine tout en caricature. On arrive à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous à suivre tout de suite les révoltés du cumul. C'est un document de Marie Brémaud sur les dessous, les coulisses de l'élaboration de ce projet de loi avec, vous allez le voir, des moments insolites. Belle et douce soirée. Je vous retrouve lundi avec plaisir, bien sûr.